Un visa unique pour l'entrée des étrangers dans l'espace AES. Les experts des 3 pays y travaillent au cours d'une rencontre ici à Bamako. Bientôt, le sticker du visa sera proposé au ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Dans le grand format de ce soir, nous nous intéressons à l'état du fleuve Niger. Ce cours d'eau est menacé aujourd'hui à cause des substances chimiques et organiques. Que faut-il faire? Élément de réponse dans ce journal. Et lancement de la saison 2024-2025 du sport scolaire universitaire du Mali, l'athlétisme et le football ont couronné cette cérémonie au stade du 26 mars, présidé par le Premier ministre chef du gouvernement. Bienvenue dans ce tour complet de l'actualité sur ORTM 1. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le monde célèbre demain, 2 février, la journée mondiale des zones humides. Le thème retenu cette année est « Protéger les zones humides pour notre avenir commun ». Un reportage signé Kassim Diallo. Les zones humides du Mali constituent des ressources naturelles vitales pouvant booster les activités socio-économiques et environnementales. La célébration de la journée mondiale offre l'opportunité au ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable de rappeler la nécessité de protéger et valoriser les écosystèmes productifs. Chaque année, le 2 février, et c'est depuis 1997, des organismes gouvernementaux, des organisations non gouvernementales et des citoyens profitent de cette occasion pour lancer des actions de sensibilisation du public aux valeurs et aux avantages des zones humides en général et de la Convention de Ramsar en particulier. Notre pays a ratifié la Convention de Ramsar le 25 mai 1987 et élaboré une politique nationale des zones humides en 2003. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette politique, le Mali a inscrit 4 sites sur la liste Ramsar des zones humides d'importance internationale, comprenant le delta intérieur du Niger, le lac Magui, le lac Wenya et le bassin du Sourou, totalisant une superficie de 4 204 640 hectares. La célébration de cette journée est une occasion de plaidoyer dans le but d'inciter les pouvoirs publics à développer des stratégies d'aménagement et de gestion des ressources comme le lac Wenya. Pour y parvenir, le préalable s'appelle le renforcement des capacités des membres du comité national et régional du Ramsar. Le thème retenu cette année est « Protéger les zones humides pour notre avenir commun ». Ce thème choisi est aussi celui de la COP 15 sur la Convention de Ramsar qui se tiendra du 23 au 31 juillet 2025 à Victoria Falls au Zimbabwe. Le Mali recèle d'énormes potentialités des zones humides abritant des plantes, des animaux et une aviphonie riche et variée. La célébration de cette journée est l'occasion de rassembler toutes les parties prenantes, de mieux s'impliquer dans la conservation des zones humides et de mettre en exergue les efforts fournis par notre pays. La préservation des zones humides, poursuit le ministre, est la responsabilité de tous. C'est à ce prix que les uns et les autres pourront en tirer profit. Étant sur le pont, si nous regardons le fleuve Niger, nous remarquons souvent qu'il change de couleur. Il est tantôt bleu, vert ou bleu. Et sachez que cela est dû aux substances chimiques et organiques du moment. Quelles en sont les conséquences et comment y remédier? Nous avons approché les acteurs du domaine hydraulique pour apporter des réponses aux inquiétudes autour de nos cours d'eau, notamment le fleuve Niger. Le grand format avec Adama Koulibaly et Alou Bekoni.
Lorsque le grand bateau Tombouctou levait encore son ancre sur le fleuve Niger pour relier le nord, le centre et le sud du Mali, on pouvait s'y abreuver sans une once d'inquiétude. Aujourd'hui, impossible d'y songer. Ça, c'est l'orpaillage. C'est dû à l'activité d'orpaillage. C'est surtout l'orpaillage, donc à travers les dracs. Du gris clair, les eaux du fleuve ont viré à l'ocre, prenant ainsi les couleurs des substances nuisibles qui y sont déversées jour après jour. Il y a les déchets solides, il y a les déchets liquides. Ça, c'est une forme de pollution des eaux. Et ensuite encore, on peut les classer par composition, ça veut dire les polluants organiques, les polluants chimiques. Si on veut les classer aussi par structure, il y a la pollution industrielle et il y a la pollution démographique. La dégradation de la qualité de l'eau du fleuve et des cours d'eau est due en grande partie aux activités humaines. Il y a un phénomène majeur qui est l'ensablement. Indépendamment de cela, il y a d'autres activités, notamment les pollutions industrielles. Nous voyons qu'il y a les produits de teinturerie qui sont déversés souvent dans le cours d'eau. Nous avons les activités agricoles, les pesticides, les engrais et autres qui après sont drainés vers le cours d'eau sans pré-traitement. Il y a les eaux usées aussi des familles. En d'autres endroits aussi, les gens font l'extraction du sable. Ces 10 dernières années, la situation s'est empirée, atteignant un seuil très critique. Toutes les ressources sont touchées, des eaux souterraines à celles de surface. Nous avons constaté, si nous commençons par les eaux souterraines, vraiment les eaux de pluie sont de mauvaise qualité dans le centre de Bamako. Vous voyez, ça c'est un constat. Mais bon, dans les périphéries encore, ça va mieux. En ce qui concerne les eaux de surface, les zones à risque sont les zones d'activité d'orpaillage. Vous trouverez que les sites qui sont plus proches des zones d'orpaillage, quand nous faisons des prélèvements à ce niveau, vous trouverez que la turbidité et les matières en suspension sont très élevées. Long de 4200 km, dont 1700 au Mali, le fleuve Niger est pourtant le principal cours d'eau nourricier du pays. Nous, c'est en tout cas un facteur de développement. Ça permet à des millions de Maliens de faire des activités et de survivre. Les débits que nous prélevons, au jour d'aujourd'hui, si on regarde que la production d'eau potable de Kabala qui est actuellement, nous produisons dans les 270 millions de litres par jour, uniquement pour Kabala. Et Djikroni, par là où nous sommes actuellement, là, donc la production journalière va jusqu'à 130 millions de litres par jour. Et sans compter les autres stations compactes. Vous avez Kouligouré également qui produit, où nous avons un peu de prélèvement. Si on est là-bas, Markala, et donc arriver jusqu'à Mopti, où nous sommes également sur le Bani. Au total, la Somagep produit plus de 570 millions de litres d'eau par jour pour environ 22 millions d'habitants. Il faut tout un processus d'assainissement pour mettre cette denrée précieuse à la disposition de la population. Nous avons des points de captage sur le fleuve, le fleuve Niger comme le fleuve Sénégal. Et donc nous prélevons de l'eau. Et l'eau est acheminée dans le système de traitement pour être débarrassée de tout ce qui est impureté. On est obligé effectivement pour rendre l'eau potable d'utiliser beaucoup de produits chimiques. Nous avons nos points de prélèvement et nous avons actuellement à peu près 49 à 50 points dans la ville de Bamako et Kati. Nous sortons 3 fois par semaine pour aller voir la qualité de l'eau qui est distribuée par la Somagep. Face aux agressions de plus en plus poussées de la ressource en eau, ni les autorités, encore moins les contribuables, n'échapperont aux retombées négatives. La cohésion sociale même, ça risque de jouer beaucoup sur ça dans le futur si on ne prend pas garde. Si l'eau n'est pas de bonne qualité, donc ils doivent traiter encore, donc ça amène beaucoup de dépenses pour la production. Cependant, nous ne sommes pas au bout des surprises. D'ores et déjà, le fleuve perd en débit pendant les grandes sécheresses.
Une bonne partie de cette étendue d'eau s'évapore, conséquence du réchauffement climatique. Les actions anthropiques, elles, contribuent au rétrécissement des cours d'eau. Aujourd'hui, l'activité principale incriminée est l'orpaillage par dragage. En réalité, c'est surtout au niveau de Banankoro, parce que ça c'est l'entrée du Niger. Il y a les Sangarani aussi, au niveau de Sélingué. Prenez la route Bamako-Sikasso, sur le pont de la Bagoé, c'est la même chose. Allez-y sur le bras principal du fleuve Sénégal, qui est la Falémé, qui sert de frontière entre le Mali et le Sénégal. C'est la même situation, c'est le dragage. À la longue, aucune activité n'est possible encore dans la zone. On ne peut pas faire de maraîchage, il n'y a plus de poissons et ça joue beaucoup sur la population. Et pourtant, les textes sont clairs. Quand on prend le nouveau code minier, à son article 62, l'alinéa 2, il est dit que toute exploitation de substances minérales sous régime des mines dans les lits des cours d'eau, par dragage ou par autre méthode, est interdite. Donc l'activité est formellement interdite. Chaque acteur, à son niveau, essaye d'y remédier, chose qui n'est pas aisée quand l'activité est illégale. Par rapport maintenant à l'orpaillage, bon, souvent il faut faire le distinguo aussi, parce qu'il y a l'orpaillage traditionnel qui a toujours, depuis les temps immémoriaux au Mali, a toujours existé. Mais actuellement, il y a aussi ce qui est préoccupant, ça c'est le dragage le long des cours d'eau, qui n'est pas une activité formelle. Si c'est tel est le cas, donc vous conviendrez avec moi, c'est difficile de dire on va les appliquer la loi, parce qu'il faut que ça soit autorisé d'abord pour les appliquer. Nous faisons tout le temps des missions de sortie. Tous ceux qui sont là-bas sur le fleuve en train de mener ces activités, les matériels sont saisis et confisqués. Et maintenant, par rapport au fleuve, il y a des actions qui sont menées, notamment la protection des berges. Que ce soit des actions biologiques, des actions mécaniques renforcées par des actions biologiques, nous menons ces activités. Tantôt, je parlais aussi du dragage, c'est-à-dire l'extraction de sable au niveau des points critiques. Nos activités se mènent à l'endroit aussi bien des usagers que des décideurs. Parce que vous savez que très souvent, les usagers peuvent ne pas savoir la finalité de leurs impacts sur les ressources. En termes de solutions adéquates à la préservation des ressources en eau, la sensibilisation a déjà montré ses limites. Au-delà des séances de sensibilisation et autres, il faut aller à l'application des textes. Il faut prendre les taureaux par les cornes, réglementer cette activité et utiliser certainement des nouvelles techniques aussi pour la séparation de l'or et du minerai, autre que l'utilisation de ces produits toxiques. Jusqu'ici, depuis Bamako jusqu'à l'amont, jusqu'à nos frontières, sur tous les cours d'eau. Si vous voyez souvent même les dégâts au niveau de ces endroits, vous pourriez même pleurer, je peux vous rassurer. Il y a des images. Si cette eau arrivait à disparaître, donc les ressources souterraines aujourd'hui mobilisées ne permettent pas vraiment de faire cette compensation. C'est vraiment pas possible. Un tableau sombre et désolant. D'où peut alors venir l'espoir? Qui pour sécher les larmes de détresse du fleuve Niger? N'est-il pas temps pour chaque acteur et usager de prendre ses responsabilités pour sauver ce qui reste de la principale ressource en eau du Mali? Très bonne question, Awa Adaman Coulibaly. L'eau, c'est la vie. Prenons soin de nos cours d'eau et vous pouvez revoir ce reportage sur notre plateforme. La 37e promotion de l'école d'état-major nationale de Koulikoro effectue une visite dans la capitale du Kénédougou à la découverte des potentialités agricoles, économiques, minières et touristiques. Un voyage d'études traditionnelles qui aura permis à ces cadres militaires au-delà des armes de mesurer l'importance de la promotion du patrimoine national et sa liaison avec les enjeux militaires. Compte rendu, Moussokoro Sérémé et Taïrou Konaté. Quand les responsables de l'école d'état-major national de Koulikoro choisissent la destination Sikasso pour un voyage d'études,
C'est pour permettre à ces stagiaires de servir de passerelle et être des ambassadeurs des potentialités de la région. Après s'être imprégné de la situation sécuritaire au camp Tcheba Traoré hors caméra, l'exploration commence par une rencontre avec les autorités administratives et politiques, au cours de laquelle les visiteurs ont eu un aperçu général sur les enjeux, les opportunités et les perspectives du développement économique de la région. Un intérêt qu'ils accordent à la région de Sikasso, et ça veut dire que Sikasso est une région économiquement connue sur le plan national, et nous leur remercions pour ce choix porté sur la région de Sikasso. Le séjour de Sikasso est aussi une occasion pour ces officiers de découvrir les atouts touristiques et miniers de la région. Une immersion qui aura permis de tirer beaucoup d'enseignements. J'ai pu prendre conscience de l'importance de l'ancrage local dans la gestion des crises sécuritaires. En plus, j'ai pu constater de visu l'importance aussi et la crucialité de la coopération des acteurs militaires et civils pour faire face aux défis sécuritaires dans une approche globale et durable. Un site qui m'a beaucoup marqué, les Tata. Ces murs ancestrales construits au XVIIIe siècle par Tcheba et Babemba Traoré illustre l'importance de la préparation défensive. Cette activité pédagogique entre dans le cadre de la formation de ces stagiaires. 32 capitaines et commandants qui constituent la 37e promotion de l'école d'état-major national de Koulikoro, dont une femme. L'importance de ce voyage-là, c'est pour permettre aux stagiaires de découvrir le Mali profond, de voir les réalités socio-économiques. Quand on est militaire, il ne s'agit pas seulement d'apprendre le métier des armes. À ce niveau, ils font la planification et la conduite des opérations. Il est important pour ces militaires aussi qui sont appelés à occuper des hautes fonctions, de venir sur le terrain, de voir la réalité du terrain et enfin de pouvoir prendre de bonnes décisions. A signaler que cette promotion de l'école d'état-major national de Koulikoro regroupe 10 pays africains, dont ceux de l'AES. Chaque visite est sanctionnée par la remise d'un tableau souvenir. Fin de formation de certificat d'aptitude technique au centre Mohamed Ould Issa de Nara. 36 stagiaires des forces armées maliennes ont pris part à ce stage qui a allié la théorie à la pratique en matière de tactique, de topographie, d'organisation du terrain et de camouflage, entre autres. Idrissa Keita pour le reportage. 36 stagiaires, dont 21 élèves caporaux et 15 élèves sergents, viennent de boucler leur formation du certificat d'aptitude technique de premier et de deuxième niveau au sein des forces armées maliennes. Après 6 mois de formation sur plusieurs modules d'enseignement général et militaire, ces hommes de troupes sortent aguerris et peuvent désormais aspirer au grade supérieur de caporal et de sergent. Tactique, armement. Au cours de cette formation, nous avons appris la tactique, la topographie, l'armement et le sport, des modules indispensables pour être de bons combattants. Notre outil de défense est dans une position de montée en puissance où d'énormes sacrifices ont été consentis à travers l'acquisition des matériels de pointe, ce qui explique nettement le rôle de formation et entraînement continue au cœur de nos activités. C'est pour cela que la hiérarchie militaire veille à la tenue des formations continues. À vous, futurs sergents et caporaux, ayant acquis des connaissances solides sur les plans techniques et tactiques, nous exigerons de vous une détermination et une volonté inébranlable au combat et un sens élevé du devoir. La défense du territoire national et la sécurisation de la population au prix du sang doivent marquer votre esprit en tout temps et en tout lieu. Le lieutenant-colonel Mamari Konaté a aussi félicité les stagiaires pour les brillants résultats obtenus et salué la bravoure et l'engagement de ses élèves avant de les exhorter à faire bon usage des connaissances .
AES Actualité, je le disais dans les titres, bientôt un visa unique pour l'entrée des étrangers dans l'espace AES. Le visa confédéral sera valable pour tous les pays membres. Les experts des 3 pays y travaillent déjà au cours d'une rencontre ici à Bamako pour baliser le terrain en proposant au ministre en charge de la sécurité un sticker de visa communautaire. Le compte-rendu d'Alousseni Touré. Les experts burkinabés, nigériens et maliens disposent de 48 heures pour proposer à leur hiérarchie un prototype de visa communautaire valable pour chacun des pays de la Confédération et dont tout voyageur désirant se rendre dans cet espace devra se munir. Les participants vont devoir revisiter les systèmes nationaux de visa, examiner et adopter les projets de directives relatifs au visa Liptako. Ce processus devrait aboutir à terme à la proposition d'un sticker sécurisé du visa communautaire AES. Les pères fondateurs de notre confédération ont souverainement décidé d'impulser une nouvelle dynamique à notre organisation commune, désormais centrée sur 3 axes qui sont la diplomatie, la défense et le développement. Dans le cadre de l'opérationnalisation de cette vision, plusieurs rencontres se sont tenues à Bamako en 2024 et ont abouti à des résultats tangibles. La présente rencontre se tient donc 4 mois après celle tenue à Bamako les 2 et 3 novembre 2024 dans le cadre de l'harmonisation des documents de voyage et d'identité. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations pertinentes sur l'instauration des visas communautaires AES formulées par la réunion des ministres en charge de la sécurité de l'AES tenue le 22 novembre 2024 à Bamako. Cette disposition figure parmi les décisions adoptées par les chefs d'État. Des décisions courageuses qui doivent être suivies d'effets à travers la matérialisation du visa communautaire. Le ministre en a conscience et invite les experts à travailler à mettre en place ce jalon important de notre dispositif d'intégration. L'instauration des visas communautaires AES devient un enjeu essentiel pour renforcer la coopération dans notre espace confédéral, améliorer la sécurité et faciliter la mobilité des citoyens. Le visa communautaire AES favorisera l'entrée dans les 3 pays de notre confédération des personnes non ressortissantes ainsi que leur libre circulation dans notre espace communautaire. Je suis convaincu que la présente rencontre vous permettra de passer en revue l'ensemble des mesures à mettre en place sur le système de gestion des informations sur le visa communautaire et de faire des propositions concrètes et pertinentes qui seront de nature à favoriser l'instauration du visa AES. À l'issue de la rencontre, les experts restitueront les grandes lignes de leurs travaux et élaboreront un plan d'action pour la mise en œuvre du visa avec à la clé la mise en place d'un comité de suivi. Tenue à Kidal d'une conférence sur l'an 1 du retrait des pays de l'AES de la CEDEAO. Elle a pour objectif d'apporter un soutien sans faille aux autorités des 3 pays de l'AES. Même exercice à 100, une marche a été organisée à cet effet au gouvernorat. Le drapeau malien a été remis au gouverneur en signe de souveraineté retrouvée. Ouartem Kidal, Modiba Keïta et Hassan Drissakoni. La population de la 8e région, à travers le Conseil régional de la jeunesse de Kidal, affiche une fois de plus son soutien indéfectible aux 3 chefs d'État de l'AES pour leur détermination à se retirer de la CEDEAO. Nous, membres du Conseil régional de la jeunesse de Kidal, nous apportons notre soutien indéfectible aux autorités de la transition et à notre pays, le Mali en particulier, et à l'AES en général, pour les acquis dans les domaines de la défense, de la sécurité et de la diplomatie, efficace à l'engagement et à l'accompagnement des actions visant à atteindre les objectifs. Le directeur de cabinet du gouverneur, dans son discours d'ouverture, a rappelé les dates qui ont poussé notre pays à se retirer de la CEDEAO. C'était le 28 janvier 2024 que les peuples de l'AES ont annoncé les retraits irréversibles de la CEDEAO, qui, il faut le rappeler, a pris avec l'IOMOA le 9 janvier 2022 à l'encontre de notre pays des sanctions inhumaines, illégales et illégitimes, pendant qu'on attendait de ces 2 organisations autre chose, en violation bien entendu flagrante des traités fondateurs de ces organisations sous-régionales.
dont le Mali, il faut le rappeler, est l'un des principaux initiateurs. Cette initiative du Conseil régional de la jeunesse de Kidal a été appréciée par les autorités de la 8e région. Les pays de la Confédération des États du Sahel ne sont plus membres de la CEDEAO il y a déjà 48 heures. Une décision saluée par la jeunesse des Sangs à travers cette marche qui est partie de la maison des jeunes pour se rendre au gouvernorat. Cris, slogans et banderoles ont arboré tout le trajet. Habillé en maillot du Faso et très ému, le président de la jeunesse a pris la parole en présence des autorités régionales. La jeunesse de la région de Sang félicite et soutient les retraits de l'AES de la CEDEAO, qui constitue un espoir pour toute l'Afrique. Vive le Mali, vive l'AES. Vive la jeunesse. Les marcheurs ont remis le drapeau malien au gouverneur en signe non seulement de notre souveraineté retrouvée, mais également davantage consolidée. Ça fait une année que les 3 pays de l'AES ont décidé de se retirer de la CEDEAO. Par rapport au mauvais comportement de la CEDEAO, qui a carrément refusé d'apporter son aide et son soutien à ces pays membres. Et la population des Sangs, par cette marche, affirme toute sa volonté au président des pays membres de l'AES, apporte leur soutien et leur dit que la jeunesse des Sangs soutiendra les actions des membres de l'AES aujourd'hui, demain et après-demain. Cette marche bien encadrée a reçu le soutien des riverains et passants tout le long du trajet. Et au Burkina, lancement des travaux de construction des centres médicaux communaux dans le cadre de l'initiative présidentielle pour la santé. À Bérégadougou sortira de terre bientôt un centre médical communal. Objectif, améliorer l'accès aux soins de santé et la qualité des prestations offertes aux populations. Salam Dabal. C'est désormais officiel. Les travaux de construction de 55 centres médicaux communaux et 5 blocs de réanimation au Burkina Faso viennent d'être lancés ici à Bérégadougou, dans la région de Cascade. Une initiative du Bureau national des grands projets du Burkina qui s'inscrit dans le cadre de l'initiative présidentielle pour la santé. Objectif, renforcer les infrastructures sanitaires et améliorer qualitativement l'offre en matière de soins de santé. Je voudrais saluer votre forte mobilisation qui témoigne de l'intérêt que vous avez accordé à la réussite des initiatives présidentielles qui ne sont autres que les réponses aux aspirations du peuple. Conscient que l'accès aux soins de qualité est un droit fondamental et un pilier du développement, le président du Faso a engagé notre nation dans une dynamique ambitieuse et résolue pour doter notre pays d'infrastructures modernes et adaptées aux besoins des populations. Une volonté gouvernementale de mettre à la disposition des populations des infrastructures sanitaires modernes en vue de rehausser le niveau de prestations offertes aux patients. La vision du chef de l'État, celle qu'il nous a toujours dictée dans le domaine de la santé, est simple, elle est pragmatique. Il a toujours dit qu'il souhaite, qu'il veut que tous les Burkinabés aient un accès équitable à des soins et services de santé et de nutrition de qualité. Des soins de santé de qualité pour tous et partout au Burkina Faso, c'est le leitmotiv des autorités de la transition. Une occasion pour le premier responsable du département en charge de la santé de revenir sur les mesures phares prises en la matière pour soulager les patients. Il vous souvient que courant 2024, nos hôpitaux ont été dotés en scanner et en IRM. Lancée en 2024 pour une période de 5 ans, l'initiative présidentielle pour la santé à travers la coordination nationale ambitionne de transformer environ 35 centres de santé et de promotion sociale en centres médicaux et plusieurs centres hospitaliers régionaux en centres universitaires. Elle envisage également la création prochaine d'un institut du cœur au Burkina Faso. Au
Au Niger, la ministre de l'Artisanat et du Tourisme a reçu une délégation de la Fédération nationale du cinéma et de l'audiovisuel du Burkina Faso et du Niger. Une rencontre d'échange entre les acteurs du secteur du cinéma de l'espace AES, Issa Ousmane Mahamat et Hassan Moussa. À travers leurs différentes fédérations nationales, les acteurs du cinéma et de l'audiovisuel des 3 pays de la Confédération des États du Sahel s'organisent pour créer un cadre de collaboration professionnel approprié, profitable à l'espace. Et ce n'est pas du cinéma. C'est vraiment poser sur la table nos défis, mais aussi les opportunités que nous pouvons en tout cas mettre en place en termes de collaboration professionnelle dans le cadre de cette nouvelle configuration sous-régionale de nos pays. Après Bamako, capitale du Mali, ils sont à Niamey pour continuer à renforcer l'initiative à travers un cadre de rencontres, d'échanges, de partages d'expériences entre les acteurs du cinéma. Dans le TDR, il ressort plusieurs défis que nos pays ont, notamment la diffusion de nos œuvres, surtout de nos œuvres réalisées dans nos États de l'Est, produire eux-mêmes leurs images, raconter leur histoire et surtout diffuser les œuvres cinématographiques des pays de l'Est. Dans le cadre de cet important projet d'intégration, les acteurs du cinéma et de l'audiovisuel ont rencontré plusieurs autorités du pays. Dans le cadre de mon ministère, ce que je peux vous demander, c'est de mettre en valeur tout ce que nous avons comme richesse, patrimoine, tout ce que nous avons comme offre touristique ici dans le pays, que vous puissiez nous aider à vendre cela, que vous puissiez aider à vendre tous les sites touristiques de l'AES. Je puis vous donner l'assurance aussi que la radio et télévision du Niger seront à vos côtés. Soyez rassurés que nous sommes disposés et disponibles à échanger avec vous, à discuter sur tous les projets. En tout cas, dans la mesure, évidemment, de nos possibilités. C'est donc renforcer du soutien des différentes autorités et acteurs du cinéma et de l'audiovisuel des pays de l'Alliance des États du Sahel, prendre la route pour le pays des hommes intègres. Destination Ouagadougou, bien entendu. Suite de ce journal, échange virtuel entre la diaspora malienne d'une quinzaine de pays essentiellement africains et les responsables du ministère des Maliens établis à l'extérieur, une opportunité pour la diaspora malienne de parler des difficultés auxquelles les Maliens vivant à l'extérieur sont confrontés. Le ministre a rassuré d'analyser toutes les préoccupations évoquées afin de trouver des solutions concrètes. Reportage Youssouf Diakité et Karunga Konati. Ceci est une opportunité mise en route par le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, échange virtuel direct avec la diaspora malienne. L'objectif, dit-il, c'est de maintenir les contacts avec les Maliens vivant à l'extérieur et partager leurs préoccupations afin de proposer des solutions concrètes. L'échange, c'était avec une quinzaine de pays africains. Les Maliens établis ici, à travers nos sociétés, qui investissent dans ce cadre-là. Donc c'est vrai, donc c'est bon que le Mali établi à l'extérieur donc envoie l'argent au pays, mais le Mali aussi doit penser donc au Mali établi à l'extérieur en cas d'investissement ou bien en cas d'un acte donc de prise en charge ou bien d'envoi des étudiants dans les universités privées, de penser aux structures maliennes qui existent. Le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine s'est particulièrement réjoui de la mobilisation reçue dans les pays choisis pour cette première expérience. C'est un exercice d'écoute. Écouter nos compatriotes dans les pays où ils vivent à l'étranger, écouter leurs préoccupations, leur donner un cadre et tout le temps pour nous dire ce qui ne va pas, mais aussi ce qui va, et aussi enregistrer leurs contributions à un certain nombre de difficultés soulevées. Les préoccupations soulevées ne relèvent pas seulement du ministère des Maliens établis à l'extérieur. Vous avez parlé des préoccupations liées à l'orientation des bacheliers maliens dans un certain nombre de pays africains. Vous avez noté la problématique de la création d'une banque d'investissement de la diaspora. Vous avez noté
le problème d'accès au logement, et toutes ces questions relèvent de plusieurs départements. Donc, dans le cadre du dialogue gouvernemental et de la solidarité gouvernementale, les questions soulevées par nos compatriotes aujourd'hui et qui ne relèvent pas directement de notre département feront l'objet d'une transmission fidèle au ministère en charge de ces questions. L'une des préoccupations qui tient à cœur la diaspora malienne, c'est la création d'une banque d'investissement. La création d'une banque d'investissement, le gouvernement avait déjà commencé les démarches et la question est discutée actuellement entre le ministère des Maliens établi à l'extérieur et le ministère de l'économie et des finances. En tout cas, le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, à la fin de la session, rassure que les dispositions seront prises ou sont en cours pour répondre à presque toutes les préoccupations soulevées au cours de cette rencontre virtuelle. Et dans la mouvance de la vulgarisation de la Constitution du 22 juillet 2023 et la réforme politique et institutionnelle, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral a rencontré la presse pour partager les grandes réformes engagées par le gouvernement de la transition. Et nous restons avec Youssouf Diakité. C'est dans le souci d'une meilleure compréhension des grandes réformes engagées par le gouvernement du Mali à travers le ministère délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral que le ministre en charge de la question rencontre les hommes des médias. Pour le ministre, il s'agit de permettre aux hommes des médias de mieux vulgariser les bonnes informations relatives aux réformes en question. En ce qui concerne les réformes, l'accent a été mis sur la poursuite des réformes engagées et également la consolidation des acquis. Et pour les réformes électorales, l'accent a été mis sur les conditions à réunir pour l'organisation d'élections transparentes et apaisées. Et comme vous le savez, l'organisation d'élections transparentes et apaisées passe par la conception, en tout cas la mise en place d'un fichier électoral fiable. Et c'est la raison pour laquelle, tenant compte des exigences de la vulgarisation de la Constitution qui a déjà été entamée depuis 2024 et également de la feuille de route du chef de l'État, nous avons choisi 3 thématiques. Et une thématique sur le point des réformes. Il y a une thématique sur les réformes administratives, mettant l'accent sur la réorganisation territoriale du district de Bamako. Il y a également les réformes électorales. Les réformes sont des piliers majeurs pour la stabilité et la paix durable du pays, tenant compte des aspirations réelles des citoyens. Elles proposent des solutions à long terme adaptées pour une bonne gouvernance des affaires de l'État et une participation citoyenne, rassure le ministre. Vu l'importance de ces thèmes, également les sentiments patriotiques que nous savons au niveau des organes de la presse, des responsables que vous êtes, nous comptons sur une animation vraiment de qualité et une écoute attentive. Et pour notre part, nous sommes très ouverts à toutes les questions qui concernent aussi bien la Constitution que les autres réformes. L'objectif final, c'est de mettre les citoyens au même niveau d'information en vue d'atteindre le but recherché, c'est-à-dire une participation citoyenne à la gestion des affaires publiques. Lancement du projet Aris Kenea Yiriwali, un projet qui ambitionne de renforcer la résilience du système de santé et d'améliorer l'accessibilité et l'utilisation des services essentiels pour les femmes, adolescents et enfants. Et il va toucher plus de 15 millions de Maliens. Les détails avec Abibatou Dita Koyan-Diakité et Suleiman Diabaté. Aris Kenea Yiriwali est un projet mis en œuvre pour faciliter l'accès d'une frange de Maliens aux soins de santé de qualité. Le projet en question va coûter 77 milliards 500 millions de francs CFA pour une durée de 5 ans. D'un montant de 125 millions de dollars des États-Unis, le projet a mobilisé 100 millions provenant de l'Association internationale de développement, 10 millions du mécanisme de financement mondial et 15 millions de l'ambassade des Pays-Bas. En tant que tel, il représente un engagement fort des partenaires pour accompagner le gouvernement
dans la mise en œuvre de ces objectifs stratégiques. Le projet Promouvoir la résilience du système de santé inclusif pour tous au Mali, Kenaya Yiriwali, va toucher plus de 15 millions de Maliens, soit plus de 68,68% de la population en général, avec un accent particulier sur la santé maternelle, néonatale et infantile. La mise en œuvre de ce projet permettra d'atténuer les inégalités dans l'accès aux soins, notamment en milieu rural, et de garantir un système de santé plus résilient face aux pandémies et d'autres crises sanitaires futures. Pour concrétiser cette vision, nous allons renforcer nos infrastructures de santé en construisant et en réhabilitant des centres de santé, notamment dans les zones les plus reculées et aussi proches de nous. Nous allons également former, équiper et mettre en place un mécanisme de financement plus innovant pour mieux outiller nos professionnels de santé pour fournir des soins de qualité, promouvoir la prévention et l'éducation à la santé en sensibilisant les populations aux bonnes pratiques d'hygiène et de nutrition. Alors le succès de Araï Kenaya Yiriwali dépendra de notre engagement collectif. Le projet intervient dans les régions de Koulikoro, Ségou, Sikasso, Mopti, Tombouctou, Gao et dans la commune 4 du district de Bamako. Il sera piloté par une équipe d'experts dirigée par le docteur Ousmane Habib Diallo. Ouverture à Sélingué de la retraite stratégique du bureau exécutif du Conseil national de la jeunesse du Mali, CNJ Mali. 3 jours d'échange et de réflexion pour définir les orientations du nouveau bureau. Envoyé spécial à Sélingué, Sidou Traoré et Aruna Diarra. La retraite stratégique du bureau exécutif du Conseil national de la jeunesse du Mali à Sélingué marque le premier acte du mandat 2025-2028 de la fêtière des jeunes du Mali. Dans la marche vers le renouveau de la jeunesse malienne, les membres effectueront un toilettage de leurs textes et analyseront la stratégie d'action du CNJ. Nous nous sommes fixés comme objectif pour cette retraite de définir une vision commune pour le mandat 2025-2028 en prenant en compte les réalités de la jeunesse malienne et les défis contemporains. Élaborer un plan d'action triennal et un plan opérationnel annuel qui orienteront toutes nos actions en lien avec les priorités du CNJ et les besoins des jeunes. Concevoir un plan de communication efficace et adapté afin que notre message et nos actions puissent atteindre tous les jeunes du Mali et de la diaspora. Conscient du contexte particulier et des défis multiformes, ce bureau exécutif du CNJ Mali, élu le 21 décembre dernier, veut être un acteur central du changement, un engagement salué par le ministre en charge de la jeunesse. La retraite stratégique, c'est pour pouvoir faire un plan d'action. Ça veut dire qu'il mesure aujourd'hui l'importance qu'il y a aujourd'hui à remplir sa mission. Une mission déjà tracée par les plus hautes autorités, que le président de la transition il a été très clair là-dessus. Je pense que les jeunes ont une place extraordinaire, exceptionnelle dans le cadre aujourd'hui de sa mission. Donc je crois qu'ils ont pris la mesure aujourd'hui des enjeux et je pense qu'ils l'ont compris, c'est d'être prêts à relever les défis. Pendant 3 jours, les jeunes vont se parler sans détour ni langue de bois pour l'élaboration d'un document qui sera la feuille de route pour le nouveau bureau. Feuille de route qui prendra en compte la jeunesse malienne de la diaspora. Le ministre Fomba a aussi saisi l'opportunité pour annoncer l'initiative de la création très prochainement du Conseil supérieur de la jeunesse qui sera présidé par le président de la transition. Lancement d'une nouvelle plateforme dénommée le système de gestion globale de l'école, un système qui va sans nul doute renforcer la capacité des enseignants, améliorer la gestion de l'établissement et la collecte des données éducatives par les parents d'élèves. Plus de détails avec Adam Maïga et Aruna Diarra. Le ministre de l'Éducation nationale Amadou Sy Savané procède au lancement du système de gestion globale de l'école SDGE, un système qui englobe entre autres des prescriptions ou l'inscription en ligne, les cours et devoirs à distance, la gestion des notes et les frais de scolarité. Après la formation du personnel enseignant du Sacré-Cœur en informatique de base, après la campagne de sensibilisation à l'utilisation responsable des réseaux sociaux et aujourd'hui, nous voici au lancement
de l'application d'un système de gestion dénommé SG2E pour la gestion globale de l'école. La mise en place de cette plateforme S2GE permettra d'améliorer l'efficacité des tâches administratives. Les parents pourront suivre de près le parcours scolaire de leurs enfants et s'assurer de leur présence en classe et de rendre leur expérience scolaire plus fluide et plus connectée. Nous avons choisi l'Institut du Sacré-Cœur pour lancer ce projet ambitieux. Ce choix n'est pas le fruit du hasard. En effet, depuis plus de 20 ans, en ma qualité de marraine de ce collège, j'ai pu constater avec beaucoup de satisfaction l'ardeur et la détermination des enseignants et des élèves. Merci à la Fondation Soumaïla Cissé pour l'espoir et pour l'excellence, non seulement pour avoir mis en œuvre ce projet, mais également pour avoir choisi notre école comme plateforme pilote. Merci également à ISOC chapitre malien et grâce à ce projet novateur, une étape importante vers la modernisation de nos écoles est franchie, contribuant ainsi au Mali courant. Le projet SDG vient de s'inscrire de plein pied dans la dynamique de transformation du système éducatif malien enclenché par le pouvoir public. Votre projet constitue une réponse aux défis contemporains. Ce projet donc ouvre des perspectives nouvelles pour l'ensemble des acteurs de l'éducation. Dans cette admirable aventure, le soutien indéfectible du ministère de l'Éducation nationale est acquis. Cet engagement du ministère de l'Éducation nationale se traduit par un accompagnement institutionnel pour la pérennisation de cette initiative et la volonté de faire du projet S2GE un modèle à étendre dans d'autres écoles du pays, qu'elles soient publiques ou privées. Le souhait du ministre est aussi celui de l'association chapitre malien de l'Internet Society, qui est de doter toutes les écoles maliennes de l'application SDG en vue de la digitalisation de l'administration scolaire. Dépôt des dossiers des candidats au concours d'entrée à la fonction publique, le gouverneur de la région du Sikasso s'est rendu sur le lieu pour voir et prodiguer des conseils aux candidats. Compte rendu, Sekou Konaté et Suleiman Bamba. Par cette descente sur terrain, la chef de l'exécutif régional veut constater l'état de déroulement des opérations de dépôt des dossiers des candidats au concours d'entrée à la fonction publique. Dans la région du Sikasso, la réception des dossiers a commencé le 22 janvier 2025 et va se poursuivre jusqu'au 21 février 2025. Donc le constat que nous avons eu à faire, qu'il y a l'engouement autour de ce dépôt des dossiers. De son démarrage à la date d'aujourd'hui, plus de 1000 candidats ont déjà déposé. Des candidats qui ont désormais confiance au processus et c'est pourquoi l'affluence est maintenue, non pas sans difficulté. Je vois il y a 2 ou 3 ans de cela, je connais des personnes qui ont pu accéder au concours de la fonction publique qui n'ont ni d'argent, ni de bras longs, ni quelqu'un de haut cadre. Donc ce qui m'a poussé cette année à le refaire. Il y a beaucoup de candidats qui ont du mal à remplir correctement la fiche de demande de candidature. Et il y a beaucoup de candidats qui viennent, étant donné que leur spécialité n'est pas concernée. Nous contrôlons pièce par pièce. Et la chef de l'exécutif régional, avant de quitter les lieux, a tenu à prodiguer quelques sages conseils. Nous avons tous constaté lors des dernières échéances que les cas de fraude ont été vigoureusement sanctionnés. Les conseils qu'on leur a donnés, c'est de compter sur leurs propres efforts. Rappelons que la clôture des opérations de dépôt est prévue le 21 février 2025 et le démarrage des concours le 5 avril 2025. Parlons également de cette rencontre des producteurs. Ça se passe à Mopti. Ils étaient 200 producteurs et des structures techniques de l'agriculture à échanger pour permettre aux producteurs d'améliorer leur productivité à travers la mise à disposition de 10 000 tonnes d'engrais organiques et l'utilisation des panneaux solaires au profit de 50 villages. Un reportage signé Aminata Touré.
Cette activité de renforcement des capacités de 212 producteurs des régions de Tombouctou et Mopti sur l'emblayage de 4000 hectares en contre-saison, la culture de 1000 hectares en coton avec l'appui des services techniques de la CMDT, l'utilisation des panneaux solaires pour 50 villages en culture de riz, de bleu et maraîchage entre autres est une initiative de Planète Distribution Sarl dans la région de Mopti, une entreprise d'agro-business. Nous avons pris cette initiative d'échanger avec les producteurs de Mopti et Tombouctou sur certaines techniques de production, des techniques qui vont contribuer à booster leurs revenus. Et cela à travers l'utilisation des panneaux solaires, de l'engrais organique et des cultures de contre-saison. Les échanges ont également porté sur les gammes de produits mis à la disposition des producteurs, à savoir l'engrais organique de qualité supérieure en forme de poudre conditionnée et granulée en sac de 50 kg, des techniques et produits qui ont été salués par les services techniques et les bénéficiaires. Cette approche est à saluer, donc nous ne pouvons que saluer l'initiative et aussi la production de l'engrais organique. Ils projettent produire durant la campagne 10 000 tonnes d'engrais organique. Qui parle d'engrais organique aussi parle de l'agriculture durable. Donc tout ce qu'il est en train de faire, c'est sain, c'est propre, c'est durable. A souligné que l'impact de cette unité Planète Distribution Sarl est de lutter contre l'insécurité alimentaire dans les régions de Tombouctou et Mopti en particulier et du Mali en général. Soirée de personnel à CIMAF, Ciment d'Afrique, un moment de convivialité et de partage entre les agents autour du premier responsable. La CIMAF est une entreprise marocaine de fabrication de ciment représentée dans plus d'une dizaine de pays africains. Les temps forts avec Dossé Babadjara et Taya Badjaouyakoya. La soirée dînatoire de l'usine du ciment de l'Afrique au Mali, CIMAF Mali, est organisée chaque année à l'intention du personnel. Un moment de convivialité, de partage, de divertissement et de présentation des vœux de nouvelles ans, mais aussi une manière d'encourager les personnels à faire face aux défis en dégageant les perspectives pour 2025. Pour faire face aux défis que nous connaissons depuis quelques années, nous avons réalisé presque 90% des objectifs qui nous étaient fixés en termes de production et de vente de ciment. Nous avons pu réaliser également de façon provisoire 75% du résultat financier. Ça nous fait 8 ans d'activité. Aujourd'hui, l'usine est en pleine extension. Bamako va doubler de capacité de 500 000 à 1 million de tonnes. Et il y a eu aussi le deuxième projet d'usine qui a commencé à Sikasso, dont la première pierre a été posée en février 2024. Et la réalisation sera effective en fin février 2026. La capacité de cette nouvelle usine aussi fait 1 million de tonnes. Donc c'est pour dire que CIMAF, dans l'état actuel, va quadrupler sa capacité de production, ceci pour répondre à la demande nationale. Après avoir fait le constat d'une meilleure année en matière de productivité, les chefs du personnel de CIMAF Mali remercient la direction et souhaitent qu'il soit défendu davantage les intérêts du personnel. Vous remarquerez que toutes les directions sont représentées, et ceci dans l'optique d'avoir une vue d'ensemble des préoccupations des employés. Notre mission, elle est claire. Défendre les droits de nos collègues, relayer leurs préoccupations tout en préservant les intérêts de l'entreprise. Parmi les temps forts de cette soirée, un jeu tombola qui a permis d'offrir des bons d'achat, un téléviseur, une moto et des kits solaires complets aux heureux gagnants. La soirée était très belle, comme vous l'avez vu, tout le monde était content. On a eu des cadeaux, on a fait des tombolas, il y a eu des surprises. Donc vraiment, tout le monde est parti très très content avec des jolis gadgets de CIMAF en souvenir. S'ils font de bonnes humeurs, accompagnés par les notes du joueur de Koroa, Seiba Kanouté.
abordons ce 20h et c'est Abdul Karim Kaba qui nous donne ce soir l'actualité sportive. Il nous a déjà rejoint sur ce plateau. Bonsoir Abdul Karim Kaba. Bonsoir Kadiati Kone, bonsoir tout le monde. Alors je le disais dans les titres, la saison 2024-2025 de sport scolaire et universitaire du Mali a été lancée ce matin par le Premier ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Le général de division Abdoulaye Maïga a donné le coup d'envoi de cette saison. Les disciplines concernées par ce lancement sont l'athlétisme et le football sur le terrain annexe du stade du 26 mars de Rimadio. Compte rendu signé Daouda Kone. C'est par un réveil musculaire en faisant des pompes que le général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, accompagné par les ministres en charge de la jeunesse et des sports, de l'éducation nationale et celui de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a donné le ton de la saison 2024-2025 de la Fédération malienne de sport scolaire et universitaire. Après cet exercice, une série de courses et un match de football ont été animés par les scolaires. À travers ce lancement, les autorités en charge du sport et de l'éducation entendent relancer la pratique du sport dans le milieu scolaire. Ce lancement marque donc le lancement de nos activités. Et nos activités, ce n'est pas seulement des compétitions, mais il y a également des activités de formation. Mais ce lancement-là, qui est parrainé par le Premier ministre, marque donc le début de nos compétitions. À partir d'aujourd'hui, nos activités sont lancées. Il y a un gros contingent de jeunesse au niveau de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et il y a une grosse mobilisation derrière. Mais l'idée pour nous aujourd'hui, c'est non seulement d'apporter la santé dans le milieu scolaire et universitaire, mais aussi occuper nos jeunes. C'est aussi un élément pour nous de détecter les talents. Les 10 premiers des 4 séries de la course ont tous eu une enveloppe d'encouragement. Les 3 premiers, en plus de l'enveloppe, ont reçu des médailles. Les équipes qui ont joué la finale directe, à savoir Talent Sportif en jaune et Sambara Mata, ont obtenu des trophées. Aussi, Abdul Karim Kaba, la nuit du mérite sportif du Comité national olympique et sportif du Mali s'est tenue hier. Les associations sportives nationales, les dirigeants et sympathisants du sport, les athlètes et les personnalités ayant contribué au développement et à la promotion du sport malien ont été célébrés hier à la faveur de cette nuit. La nuit du mérite sportif est un événement de reconnaissance que le Comité national olympique et sportif du Mali organise tous les ans. Pour cette édition, le basketball qui a raflé la mise, nous dit Arédu Matina. C'est dans une ambiance conviviale et fraternelle, empreinte des sentiments du devoir accompli, que la grande famille olympique et sportive du Mali retrouve son rite annuel de célébration des valeurs olympiques. Et ce cadre s'appelle la nuit du mérite sportif. L'esprit olympique étant basé sur des vertus comme la solidarité, le respect, le don de soi, la reconnaissance du mérite, voire la culture de l'excellence. L'événement sportif de reconnaissance consiste à magnifier les mérites des associations sportives nationales, des dirigeants et sympathisants du sport, des athlètes et des personnalités ayant contribué au rayonnement et à la promotion du sport malien. Ainsi, en 2024, plusieurs athlètes ont fait honneur au pays. Moké Kamara est désigné meilleur athlète au niveau du handisport. Et la boxeuse Fatou Marine Kamara, qui a participé aux Jeux Olympiques Paris 2024, est désignée meilleure sportive. Pour cette nuit du mérite sportif, c'est la balle au panier qui a ravi la vedette. En plus de Youssouf Mambi Traoré, champion d'Afrique U18 garçon, désigné meilleur sportif de 2024, Maître Jean-Claude Sidibé a été le meilleur dirigeant de l'année. La Fédération malienne de basketball, meilleure fédération sportive. Et la sélection féminine U18 filles de basket est désignée meilleure équipe nationale en 2024. Lors de la soirée, d'autres reconnaissances ont été faites, notamment à l'endroit de Maître Sekou Keita, dit Maître Cheikh, ceinture noire 7e dan de taekwondo. Des prix d'encouragement à l'équipe nationale féminine de handball, au président de la commission d'organisation de la nuit du mérite sportif Wahab Zouromé. Sedina Oumar Diagne, secrétaire général de la zone 2 de Lac-Noir et secrétaire général du comité sportif du Sénégal, a bénéficié du prix de la fraternité sportive. Et reconnaissance également à la GSM et aux partenaires du comité. Cette édition de la nuit du mérite sportif du comité national olympique et sportif du Mali avait comme parrain le général des corps d'armée Malik Diaw, président du conseil national de transition, qui était représenté par un de ses vice-présidents. Le président du Conseil national de transition, le général de corps d'armée Malik Diaw,
a voulu être là personnellement, il n'a pas pu le faire, donc il m'a délégué pour le faire et il m'a chargé de transmettre ses salutations à tous les sportifs du Mali pour les performances réalisées. Mais nous, au niveau du Conseil, nous sommes surtout satisfaits de l'initiative du Comité national olympique et sportif du Mali pour reconnaître les mérites du vivant de ceux qui les ont réalisés. C'est véritablement également des salutations au Comité national olympique et sportif du Mali qui perpétue la tradition. Et cette nuit est une nuit également de plébiscite pour l'ensemble des sportifs du pays. À travers cette initiative des Nuits du mérite sportif, le Comité national olympique et sportif du Mali poursuit la mise en œuvre de sa vision d'avenir du sport malien, une vision fondée sur la bonne gouvernance et l'illustration de la grandeur sportive du Mali. La soirée riche en couleurs, empreinte de sentiments de satisfaction et de fierté, comme on pouvait s'y attendre, a été agrémentée par la prestation d'artistes de renommée, dont le maestro de la musique guinéenne, Sekouba Bambino Kouyaté. Et sur le terrain, c'est parti pour le championnat national de beach volley. Et oui, c'est parti pour 2 jours de compétition de beach volley, première du genre. Cette édition du championnat national de beach volley se tient au stade 26 mars de Irimadio, organisé par la Fédération malienne de volleyball. L'objectif est de promouvoir la pratique de ce sport de sable. Toutes les ligues de volleyball venues de toutes les régions du Mali, en hommes et dames, participent à cette compétition. À noter que le beach volley est un sport collectif par excellence et sans contact direct avec l'adversaire. Il développe surtout des valeurs comme l'abnégation, le partage et le respect. Et c'est tout, Abdul Karim Kaba. C'est ce qu'il fallait retenir. Merci beaucoup et à demain, plaisir. Inch'Allah. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je serai là également demain pour la grande édition. Vous aussi, je l'espère. D'ici là, portez-vous bien. Nos grands-pères nous enseignent ce soir que si le plan ne fonctionne pas, changeons de plan, mais jamais de but. Bonne fin de soirée à tous.